Bonne année à toutes et à tous et bienvenue à ce tout premier numéro d'Objectif 2023 de l'année 2022. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux la députée nationale élue de Wamba dans le Haut-Tuélé, Geneviève Inagosika Songo, et présidente de l'Alliance congolaise pour l'émergence et le travail ACET en sigle, à qui je dis bonjour, bonne année et bienvenue dans Objectif 2023. Bonjour, bonne année à vous également. Alors, comment vous situez déjà au sein de la famille politique de l'ex-président de la République et autorité morale du Front commun pour le Congo? Comme vous l'avez si bien dit, je suis élu de la plateforme Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et j'évolue au sein de cette plateforme. Ok. Alors, l'année qui s'est achevée a été marquée par les réformes électorales qui ont permis notamment la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Mais comment évaluez-vous déjà à ces stades le travail abattu dans le cadre de ces dites réformes? Permettez-moi de commencer par exprimer ma compassion à l'endroit des populations congolaises victimes d'atrocités, des tueries et des violences de toutes sortes. Et ici, je veux particulièrement penser à la population du Nord Kivu et de l'Ituri et de certaines parties de notre territoire national victimes d'instabilité politique et sécuritaire. Mais également, j'ai une pensée aux victimes de la tricherie ou encore du vol à ciel ouvert par la taxe RAM qui aurait dû déjà être supprimée à la suite des recommandations de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais qui malheureusement continue à être imposée à la population de manière illégale et jusque-là sans réaction du gouvernement. Parce que vous voulez que nous puissions évaluer, je voudrais ici revenir sur certains concepts. Le premier, c'est la pertinence. Est-ce que le processus de la réforme électorale est pertinent? Je dis oui, parce que tous, FCC, d'autres partis de l'opposition et la majorité, nous avions besoin d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Et l'efficience, est-ce que ce processus est efficient? Oui, parce qu'il a été torpillé malheureusement par des moyens illégaux et illégitimes qui ont été utilisés et qui ont fait qu'aujourd'hui, le processus est décrié de toutes parts. Il y a la loi portant organisation et fonctionnement, la CENI, qui a été violée. Il y a les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui a été violé. Mais aussi la pertinence. La pertinence a été battue en brèche parce que aujourd'hui, les contestations fusent de partout. Ce processus qui se voulait apaisé, consensuel, ne l'a pas été. Et malheureusement, aujourd'hui, ces contestations ont dressé les lits de la méfiance entre parties prenantes. Aussi la durabilité. À l'absence d'un large consensus entre parties prenantes, je pense qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, où est-ce que nous allons? Est-ce que nous pouvons effectivement aboutir aux élections apaisées? Non. Et enfin, je voudrais parler de l'impact que ces élections auront. Des élections que nous avons tous voulu démocratiques, crédibles et surtout apaisées. Donc, c'est autour de ces concepts que moi, je peux évaluer le processus électoral ou la réforme du processus électoral qui a débuté avec l'examen et l'adoption de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Par rapport au torpillage, vous faites allusion à quoi quand vous dites ça? Quand je parle du torpillage, je dis que la loi dont je viens de parler n'a pas été respectée. Je crois qu'à plusieurs occasions, j'ai eu le temps de décrier le fait que certains articles de la loi sus-évoquée ont été violés, notamment les articles 10 et 12 qui parlaient de la procédure des désignations des animateurs à la CENI, mais également de la répartition des responsabilités entre composantes. En ce qui concerne l'article 12, par exemple, qui instituait la commission paritaire, un groupe de travail a été institué par l'Assemblée nationale qu'on a appelé, entre guillemets, commission paritaire,
elle n'avait rien de paritaire parce qu'elle n'était composée que d'une seule tendance politique, la majorité, donc l'Union sacrée. C'est un groupe d'amis qui se sont retrouvés, qui ont été logés à charge du contribuable congolais dans un hôtel UP de la capitale, qui se réunissait parfois avec une frange de confessions religieuses, je ne sais pas sur base de quoi. Pourtant, cette commission, elle se disait mixte. Non, paritaire, elle devait être paritaire. Paritaire déjà dans sa définition simple, c'est-à-dire composé à égal nombre de la majorité et de l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne pourra vous brandir la composition de cette commission et même les délégués de l'opposition qui y ont été représentés. Je pense que ça, c'est clair et jusqu'à aujourd'hui, la population a retenu qu'il n'a jamais existé une commission paritaire au sein de l'Assemblée. Et c'était quoi les prérogatives de la commission paritaire instituée par l'article 12 de la loi? C'était de vérifier la conformité des dossiers transmis à l'Assemblée nationale par les composantes. En fonction de l'article 10, vérifier l'authenticité et la conformité des documents par rapport à la loi. À quoi nous avons assisté? C'est une commission, un groupe d'amis qui s'est constitué en une commission de recrutement et de marchandage. C'est des composantes qui transmettaient les noms directement à la commission et la commission recevait plus d'un nom par composante alors que la loi demande à ce que les composantes ne transmettent qu'un seul nom en fonction du poste qui lui est réservé à l'article 10 de la loi. Et la commission s'est transformée en une commission de recrutement, de traitement, de candidature et de choix. C'est ça le torpillage et c'est ça la violation flagrante de la loi. Et cette commission, entre guillemets, paritaire, a été dirigée par un président d'une commission permanente de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est en violation du règlement intérieur parce que le règlement intérieur interdit à un président d'une commission permanente de diriger une commission spéciale. La faute viendrait de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale qui a institué cette commission. Et dire que cette commission a même été instituée avant que les composantes ne transmettent les noms à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui nous représente vis-à-vis des tiers. Les noms devaient être transmis à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale de transmettre à la commission parce que la commission est un organe technique de l'Assemblée nationale. La commission ne peut pas interférer directement avec l'extérieur. Donc c'est ce qui devait être fait selon vous? Oui, non, pas selon moi. Ça, c'est selon la loi. Non, ça, c'est selon la loi. C'est même pas la logique. Ça, c'est selon la loi. Ce n'est pas selon moi. Et c'est ce qui a manqué, malheureusement. Alors, vous avez décrié tout à l'heure tous les méfaits ou tous les mal qu'il y a autour de ces processus. Il a été constaté que tout au long de ces processus, plusieurs composantes, dont le FCC, votre plateforme électorale ou politique, s'il faut le dire comme ça, vous avez décrié le manque de consensus dans ces processus de mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez en même temps parlé d'un forcing, mais le processus est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela présage selon vous? Je dois vous dire que au début de ces processus, les FCC étaient de bonne foi. Nous avons participé à l'examen et à l'adoption de la loi organique portant examen et fonctionnement de la CENI. Nous nous sommes battus pour obtenir un large consensus possible, même si ce n'était pas l'unanimité. Et nous avons fait des concessions, parce que le consensus sous-entend des concessions de toutes parts. Nous avons fait des concessions parce que nous nous sommes dit, comme FCC, comme opposition, nous sommes partie prenante à cette élection. Il fallait y aller. Et quelle n'a pas été notre surprise désagréable de constater que l'Union sacrée a poursuivi la désignation des animateurs par des méthodes cavalières, en violation de la loi, en violation du règlement intérieur. C'est ce qui a et changé vous pouvez imaginer, oui, c'est ce qui a changé notre bonne foi, c'est ce qui a déçu notre bonne foi. Et vous pouvez comprendre aisément que ce forcing n'a rien d'autre comme objectif que de planifier un hold-up électoral en 2023.
Vous avez décidé de boycotter la Commission électorale nationale indépendante et est-ce que vous soupçonnez un manque de transparence lors des élections de 2023? Effectivement, lorsque vous voyez comment les choses évoluent, le forcing, c'est-à-dire c'est une planification des tricheries, et lorsque vous voyez comment les animateurs ont été placés, on a utilisé des méthodes peu recommandables, de débauchage, de la transhumance, mais aussi parfois des monnayages de postes, mais ça n'augure pas des élections transparentes, ça n'augure pas d'élections crédibles. Ça ne nous rassure pas comme partie prenante que nous allons compétir dans des conditions égales. Alors, vous avez évoqué les irrégularités qu'il y a eu dans cette première étape de réformes électorales en République démocratique du Congo en vue des élections de 2023, mais tout a été fait avec la bénédiction de l'Assemblée nationale. En tant que député, comment évaluez-vous ce travail abattu au sein de la Chambre basse du Parlement congolais? Il faut évaluer le travail de l'Assemblée nationale à deux niveaux de sa mission principale qui est celle de légiférer. Le travail, comme je vous l'ai dit, le travail d'examen et d'adoption de la loi s'est déroulé de manière plus ou moins régulière. Mais là où ça n'a pas marché et là où tout est tombé, c'est lorsque il s'est agi de désigner les animateurs, mais également de l'entériner. Vous avez vu le jour de l'entérinement de l'équipe Kadima, que la plénière s'est passée sous des parapluies. C'était une première alors qu'il ne pleuvait pas. C'était dans des conditions chaotiques. Et c'est une volonté de l'Union sacrée de travailler contrairement à ce que nous nous sommes convenus lorsque nous avions ensemble examiné la proposition de loi en commission et même en plénière, et lorsque nous avons convenu ensemble de la répartition des responsabilités au sein du bureau et à la plénière, mais également du nombre des membres qui devaient composer le bureau de la CENI. Pensez-vous que l'Union sacrée aurait un agenda caché, comme vous le dites, que l'Union sacrée travaille d'une manière que cavalière. Vous ne partagez pas? Non, pas du tout. Ce n'est pas que moi. Je pense que tout observateur averti et même la population constate que l'Union sacrée est en train de dresser le lit du glissement. Donc, vous n'avez pas besoin de lunettes pour le constater. Tout est mis pour qu'on arrive à un glissement. D'ailleurs, les ballons d'essai ont déjà été lancés et les réactions ne se sont pas fait attendre. Hein. Nous, FCC, nous, opposition, nous n'allons pas tolérer un dépassement, oui, un dépassement d'un seul jour. Le président de la République l'a dit plusieurs fois qu'il tenait à ce que les élections aient lieu dans les délais. Oui, entre ce qui est dit et le fait, je pense que les choses sont claires. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune boussole qui nous indique où nous allons par rapport aux élections de 2023. 2023, c'est déjà dans moins de 365 jours. Et on n'a rien qui nous indique où nous allons. On n'a rien qui nous montre, on n'a pas un calendrier sur base duquel nous pouvons commencer à suivre et évaluer les différentes étapes. Et qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à cela? C'est-à-dire que la majorité prépare bien son glissement. Nous mettre un point sur cette question, mais le bureau de la Commission électorale nationale indépendante étant déjà en place, l'Église catholique et les CC ont demandé qu'on travaille maintenant sur la loi électorale de manière à renforcer notamment l'observation électorale. Qu'est-ce que vous proposez comme réforme électorale, vous, de la famille politique de l'ex-président de la République? Vous savez que la question électorale est un tout cohérent d'acteurs et d'actions qui doivent être menées sans dissocier. Et les mauvais acteurs ne peuvent pas mener de bonnes actions. De même que les mauvaises actions ne peuvent pas être menées par les mauvais acteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne me représente pas que des bonnes élections, des élections crédibles, des élections transparentes soient organisées par un bureau aussi contesté, par un bureau qui a été constitué de la manière que vous savez.
En tout cas, je ne me leurre pas la face. Un bureau aussi contesté, je ne pense pas qu'il soit en mesure d'organiser des bonnes élections. Mais en même temps, l'observation des élections a déjà commencé, elle est en cours. Et notre proposition comme FCC de la famille politique du président honoraire Joseph Kabila sera la résultante des concertations avec les autres parties prenantes. En ce qui concerne, par exemple, des options à lever, notamment sur les seuils électoraux, notamment sur la caution électorale, notamment sur le nombre de tours des élections, notamment sur le vote électronique, parce que ça aussi, il faut en parler. Donc, c'est différentes questions qui doivent résulter des concertations entre les partis qui feront partie de notre proposition. Le seuil que l'ancien régime donc de Joseph Kabila avait introduit dans la loi électorale pour les élections de 2018, que diriez-vous? Moi, je ne vais pas critiquer le seuil, mais je vais plutôt vous donner mon appréciation par rapport au seuil. Vous savez, historiquement, le seuil a été instauré pour aussi fédérer les partis politiques. C'est pour réduire le coût exorbitant des élections dans notre pays. Donc, rationaliser les élections. C'était d'ailleurs l'une des recommandations de tous les dialogues qui se sont déroulés à l'époque. Il y en avait un à la Cité de l'Union africaine et puis il y avait également un dialogue au centre interdiocésain. L'une des recommandations, c'était de réduire le coût des élections. Et on avait estimé en son temps qu'il fallait instaurer un seuil pour réduire le nombre de partis politiques. Parce que, madame, avant les élections de 2018, on était déjà à plus de 800 partis politiques. Et je peux imaginer que au seuil de 2023, qu'on en ait le double ou le triple. Et ça, c'est un coût. Parce que si on était resté là, on aurait pu avoir aujourd'hui une Assemblée nationale de 500 députés élus sur 450 partis politiques différents. Donc, du point de vue personnel, souhaiteriez-vous que le seuil soit gardé? Oui, du point de vue personnel, moi, je souhaite que le seuil soit maintenu parce que, pour des raisons que je viens d'évoquer, il a sensiblement contribué à ce que les partis politiques se fédèrent autour des regroupements politiques et il a également contribué à ce que les coûts des élections soient réduits. Mais qu'est-ce que le Front commun pour le Congo ne tolérerait pas comme innovation dans la loi électorale pour les scrutins prochains? Ce que le Front commun pour le Congo ne va pas tolérer, c'est notamment le vote d'une loi taillée sur mesure. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que je vais dire par là? Une loi taillée sur mesure, c'est une loi qui est votée en fonction d'une personne ou d'un groupe de personnes qui veulent se maintenir au pouvoir à tout prix et qui veulent se créer une majorité à l'issue des scrutins. Ça, c'est ce que le Front commun pour le Congo ne va pas accepter et ne va pas tolérer. Alors, après la mise en place du bureau, il y a eu le recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif de la centrale électorale en remplacement de Rossard Malonda. Comment réagissez-vous? Pour nous, au Front commun pour le Congo, c'est un non-événement. Et on n'a pas été surpris parce que de toute façon, ça répond à la même logique qui a prévalu à la désignation des autres animateurs de la CENI. Quand vous regardez la manière dont le secrétaire, si ce que nous entendons ou ce que nous lisons est vrai, tant au niveau stratégique par la désignation de Denis Kadima et de son équipe, qu'au niveau opérationnel et technique par la désignation du secrétaire exécutif national, Toto, oui, Monsieur Toto, je pense que le processus est mal parti. Le processus est mal parti et c'est un fond de contestation, c'est un fond de méfiance et nous ne pouvons rien espérer de tout ça. Vous avez entendu dire que le secrétaire exécutif national est membre d'un parti politique, en l'occurrence l'UDPS, alors que nous voulons une CENI. Non, mais il y a des documents qui ont circulé, qui font état de ces récentes fonctions dans
dans les collèges, je crois, économiques du président de la République. Ça, vous pouvez pas renier. Ce sont pas les membres du FCC qui sont au cabinet du président de la République. Mais est-ce que vous pensez que la Commission électorale nationale indépendante, où vous n'accordez finalement pas du crédit aux animateurs de cette centrale électorale? Non, je ne suis pas sûre à voir comment la commission électorale ou les animateurs ont été désignés et comment on continue à désigner les autres animateurs, notamment le plus récent, c'est le secrétaire exécutif national. Je ne suis pas convaincu, il n'y a rien qui me convainc que la CENI est indépendante. Je pense plutôt que la CENI est au service d'une famille politique. Et c'est triste. Ce n'est pas ce qui devrait être fait. Ce n'est pas ce que nous attendons. Ça vous inquiète? Ça doit nous inquiéter parce que nous sommes partie prenante au processus électoral. Nous voulons seulement avoir des garanties que nous irons aux élections. Nous n'avons pas besoin de faveurs ou quoi que ce soit. Nous avons seulement besoin d'avoir des garanties que nous tous, nous allons compétir sur le terrain et que nous partons avec des chances égales. Nous ne voulons pas que les uns aient les faveurs des pronostics parce qu'ils appartiennent à une famille politique et les autres qui ne sont pas de cette famille-là n'aient pas les mêmes chances parce que ils sont d'une famille politique opposée. C'est tout ce que nous réclamons. Alors, vous êtes député national, je l'ai dit à l'entame de cette émission, mais qu'est-ce qui a empêché l'examen de la loi électorale au cours de la session de septembre à l'Assemblée nationale? Ce qui a empêché l'examen de la loi dite électorale, c'est le manque de volonté de la part de la majorité. Et la majorité ne fait pas aujourd'hui de l'examen de cette loi une priorité, parce que vous pouvez comprendre, c'est parce qu'elle a déjà étalé son lit pour les glissements. Et tout ce qu'elle fait, c'est juste arriver à atteindre cet objectif-là. Donc c'est la volonté qui a manqué. On avait le temps d'examiner cette loi si elle avait été proposée, mais malheureusement, ce n'est pas une priorité. Et vous pouvez aisément le comprendre. Alors, c'est déjà 2022, il n'y a toujours pas de recensement de la population, il n'y a pas encore de plan présenté par la Commission électorale nationale indépendante sur l'enrôlement de la population. On n'est pas là en train d'aller droit vers un glissement. Je vous l'ai dit, le lit du glissement est déjà dressé par la majorité. Je pense que plutôt, je vous ai dit qu'il y a des ballons d'essai qui ont déjà été lancés. Vous avez suivi à travers les médias des gens qui viennent déjà vous dire non, l'échéance de 2023 ne pourra pas être tenue compte tenu de ceci ou de cela. Ça, c'est des ballons d'essai. Et les réactions, vous les avez suivies. C'est des réactions fortes. Nous, comme FCC, comme opposition, de fait, parce qu'il faut dire que c'est au cours du mandat que nous sommes partis de la majorité issue des élections à l'opposition fatiguée. Et parce que nous y avons été contraints, nous sommes de l'opposition et nous n'allons pas accepter le glissement d'un seul jour. Nous tenons à ce que les délais constitutionnels soient respectés et nous voulons également que les organisateurs des élections, la CENI, le gouvernement, nous donnent un calendrier que nous allons continuer, nous allons suivre, que nous allons évaluer pour que nous puissions avoir des élections et des bonnes élections en 2023. Alors, comment éviter les glissements selon vous? Éviter les glissements, c'est une question de volonté. Il faut que de toutes parts, surtout du pouvoir de la majorité, qu'il y ait une volonté de nous amener aux élections. Mais à voir tel que les choses se passent, je doute un peu de cette bonne volonté. Mais comme je continue à les répéter que nous attendons aux élections dans les délais constitutionnels et rien d'autre. Alors, où en êtes-vous avec le bloc patriotique? Le bloc patriotique est une dynamique des forces sociales et politiques en quête permanente du bien-être du peuple congolais. Le bloc patriotique est en quête du renforcement de la démocratie et de la cohésion nationale. Le bloc patriotique est à la recherche du respect de la Constitution et d'autres textes légaux et réglementaires. Le bloc patriotique veut la dépolitisation de la CENI. Le bloc patriotique veut
des élections apaisées, des élections transparentes et crédibles. Et de ces faits, nous allons continuer à mener des actions ensemble tant que cet objectif ne sera pas encore atteint. Mais parlons de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. N'est-ce pas un point déjà passé à mettre dans les oubliettes? Non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas mettre la dépolitisation de la CENI dans les oubliettes parce que c'est de cette dépolitisation que dépendent des élections crédibles, des élections transparentes, des élections démocratiques et des élections apaisées. Donc, oublier cela veut dire que nous acceptons que tout ce qui s'est passé est bien, tout ce qui va venir est bien et que bon, on ferme les yeux, on va aux élections chaotiques. Non, je pense pas que ça appartienne aux oubliettes. Mais n'est-ce pas un élément déjà de perdu de votre côté? Non, ce n'est pas un élément de perdu parce que nous continuons à en parler, nous continuons à nous battre pour que cet objectif-là soit atteint et nous n'allons pas nous fatiguer tant que nous n'avons pas atteint notre objectif. Pensez-vous continuer à mener un combat au sein du bloc patriotique? C'est le même combat que vous avez commencé. Non, nous ne sommes pas au sein Enfin, nous sommes membres du bloc patriotique avec d'autres forces sociales. Il y a par exemple les laïcs catholiques. Il y a aussi les Milapro. Il y a aussi d'autres forces sociales et les forces. Oui, il y a aussi les forces politiques comme les FCC, comme la MUCA et bien d'autres. Nous allons continuer à œuvrer ensemble jusqu'à la quête du bien-être de la population congolaise, jusqu'à ce que les lois, la constitution de notre pays soient respectées, jusqu'à ce que nous aurons des élections crédibles, démocratiques, transparentes et apaisées. Et jusqu'à ce que tous ces objectifs soient atteints, en tout cas, nous allons travailler ensemble parce que nous poursuivons les mêmes objectifs. Le camp Kabila est-il essoufflé? Non. Le camp Kabila n'est pas essoufflé. Il y a un adage qui dit que pour bien avancer, il faut ménager sa monture. Il est vrai que la forfaiture que nous avons connue au sein du FCC a entamé son corps parce que nous avons dû, contre notre volonté, passer du statut de la majorité à celui de l'opposition. Mais je pense qu'avec la combativité du FCC, ces sentiments d'essoufflement est derrière nous. La voix du FCC est audible, autant que ses actions sont populaires. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin et nous nous préparons pour les élections de 2023. Mais est-ce que le rapport entre le cadre du FCC et Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC, sont bons jusqu'ici? Joseph Kabila reste le seul ou la seule autorité morale du FCC. Les cadres du FCC, de manière collective ou individuelle, entretiennent de bons rapports avec le président Joseph Kabila. Ça se passe peut-être sans les médias. C'est comme ça que vous pouvez avoir l'impression que nous ne sommes pas en contact. Mais comme vous savez, la force de Joseph Kabila, c'est aussi le silence. C'est aussi la discrétion. Je pense que vous l'avez déjà suivi dire que parfois il ne faut parler que lorsque le mot que vous allez évoquer est plus fort que le silence. Ça évolue comme ça et nous sommes bien en contact. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner parce que nous sommes un peu pour porter un langage imagé. Nous sommes ses enfants. C'est un père de famille pour nous. La dernière rencontre a eu lieu quand? Vous avez une idée? Je ne peux pas venir sur un plateau pour vous dire quand est-ce que je l'ai rencontré ou pas. Non, ce n'est pas responsable. De la famille. Je ne parle pas de vous particulièrement, mais les cadres, tous les cadres avec... Très récemment, à l'occasion des échanges de vœux. Et je vous ai dit que ce n'était pas médiatisé. On n'a pas besoin de tout montrer devant le public, ce que nous faisons, les réunions que nous tenons. Mais pourtant, nous sommes en contact. Certains observateurs pensent que Joseph Kabila vous a abandonné. Non, il se trompe. Il se trompe. Et ils seront surpris. Surpris? Oui. Désagréablement. Parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Alors, la majorité des membres de l'Union sacrée pour la nation sont les transfuges
du Front commun pour le Congo. Quel regard portez-vous sur cette plateforme qui se solidifie autour de Félix Tshisekedi? Bon, je l'ai déjà dit à certaines occasions, je ne peux pas me permettre d'émettre un jugement sur le libre choix de certains de mes collègues qui ont pris leur liberté en quittant les FCC. Mais tout ce que je peux regretter, c'est la configuration politique actuelle qui est fondée sur de la transhumance, sur le manque de constance et sur l'incohérence. Donc je pense que chacun est libre de choisir l'option qu'il juge bonne et il ne m'appartient pas à moi de les juger parce qu'ils ont des raisons que moi je ne connais pas. Alors après les départs de plusieurs membres de la famille politique de Joseph Kabila, ne craignez-vous pas que finalement cette plateforme reste une coquille vide? Non, la plateforme n'est pas une coquille vide. L'exemple est que je suis là devant vous. Est-ce que vous pouvez considérer que là où je suis... Si vous resterez non, je suis là. Vous partirez. Non, je suis là. Vous m'attendrez un peu longtemps. Je suis là et je ne suis pas seul. Il y en a beaucoup d'autres. Ils sont nombreux. Et comme je l'ai déjà dit, le FCC, c'est comme une porte. Autant qu'il y a des sorties, autant qu'il y a des entrées. Et c'est une pépinière qui est capable de se reproduire, de reproduire des cadres, des hautes factures. Et nous sommes là. Nous n'allons pas disparaître. Je pense que nous, au jour le jour, nous nous consolidons. Mais tout ce qui s'est passé, effectivement, nous a certes entamé, mais ça ne nous a pas découragés. Et en face où sont allés nos collègues, c'est une union sacrée qui n'a pas de mon point de vue, dont je ne connais pas le fondement juridique. Je ne connais donc pas la vision, la mission, les objectifs. Et c'est difficile de savoir si leur choix a été le meilleur ou c'est notre choix qui est le bon. Une fois que vous serez au courant de tout ça, si ça vous tente, vous partirez? Non, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un d'inconstante. Je ne suis pas quelqu'un qui part à la première vague. Je pense qu'il faut apprendre même à la me troisième connaître. Vague, vous pourriez faire. Non, vous attendrez un peu longtemps. Hein. Il faut attendre plusieurs vagues. Alors, au regard... Et peut-être la dernière. Très bien. Au regard de 3 scrutins organisés en République démocratique du Congo, quelles sont les erreurs à ne plus commettre lors des élections de 2023? Les erreurs à ne plus commettre par qui? Dans l'organisation, évidemment, des élections. Dans l'organisation des élections, les erreurs à ne plus commettre, c'est la précipitation, c'est le manque d'organisation, c'est le manque de sensibilisation, parce que généralement, quand nous allons aux élections, on a tendance à ne s'occuper que des populations qui vivent dans les agglomérations, dans les grandes villes, au détriment des populations qui vivent dans les milieux reculés, dans les villages comme chez moi à Wamba. Moi, je suis élu d'une circonscription vraiment villageoise et la sensibilisation ne les atteint pas. Je vais prendre l'exemple de la machine à voter, par exemple. C'était très difficile. Et la population là-bas, à Wamba comme ailleurs, est en grande partie analphabète. Et pour elle, la machine à voter, c'était comme une magie. Il fallait prendre beaucoup de temps pour sensibiliser, pour apprendre. Et ça n'a pas été fait malheureusement. Et bon, les élections se sont passées telles qu'elles sont passées. Je pense que c'est parmi les points qu'il faille améliorer. Mais aussi, respecter la loi pour que nous puissions appliquer la loi, je veux dire, pour que nous puissions avoir la possibilité d'obtenir le moyen ou les procès-verbaux laissés au niveau des administrateurs du territoire, que nous puissions y avoir accès à tout moment lorsque nous avons besoin de les présenter en cas de contestation des élections. Alors, quelles sont vos attentes par rapport aux réformes électorales lors de la session de mars? Les attentes par rapport aux réformes électorales pour la prochaine session, c'est d'abord de travailler de manière à ce que les options fondamentales
soit basé sur un consensus. Ça, c'est très important. Le consensus, qui n'est pas l'unanimité, est un élément très important dans la crédibilité d'un processus électoral. Il faut vraiment qu'avant d'examiner la loi, que les parties prenantes aient levé toutes les options fondamentales sur les réformes qui devraient être faites. Je pense que c'est l'élément majeur. Alors, comment évaluez-vous la gouvernance de Félix Tshisekedi? La gouvernance du président Tshisekedi, oui. C'est ma perception de cette gouvernance, c'est celle du Congolais lambda, à qui on a tout promis, mais qui n'a rien obtenu. Et au contraire, on lui a même arraché le peu qu'il détenait. Je vous ai parlé ici de la taxe RAM. La pauvre maman qui vit à Malembankulu et à Kayemba et ailleurs, se voit chaque jour retirer ses 10 cents ou 20 cents qu'il achète, qu'il recharge pour des raisons, pour une contrepartie qu'elle ne connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce que la taxe RAM remporte en contrepartie, mais on continue à le voler, malgré les recommandations de l'Assemblée nationale. Et ma perception de cette gouvernance, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, de tout citoyen à qui on a promis des projets de 100 jours qui ne sont jamais arrivés, à qui on a promis la gratuité de l'enseignement qui tarde à se matérialiser en dehors des grandes villes qui font beaucoup de bruit. Et au contraire, la gratuité a conduit à la dégradation de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est une catégorie d'enfants qui est privilégiée. Donc, des enfants dont les parents sont en mesure de payer les écoles privées, étudient dans de bonnes conditions. Et il faut voir le nombre d'élèves dans la gratuité, dans les écoles où on applique la gratuité. Vous avez plus de 100, de 150 élèves dans une classe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élèves-là? Donc, ma perception, c'est aussi celle d'une population à qui on promet à longueur de journée, sans jamais savoir où est-ce qu'on va arriver. Et c'est chaque jour que les espoirs sont perdus, les espoirs s'envolent, et voilà. J'espère que ça changera. Il est négatif. Pour moi. Oui, pour moi, il est négatif. Au regard de ce que vous avez dit. Au regard de ce que j'ai dit, je pense qu'on peut tirer la conclusion ensemble. Pour moi, la gouvernance est négative. Alors, ça sera ma dernière question. Est-ce que Joseph Kabila pense revenir au pouvoir? En tout cas, il n'y a rien qui l'en empêche. Et c'est une décision qu'il prendra lui-même en bonne et due forme. Et quand on regarde tout ce qui se passe, au bout de 3 ans, il n'y a rien qui a changé. On nous a promis des changements. Moi, je ne vois pas ces changements. La population ne voit pas ces changements. On a vendu Joseph Kabila comme le mal des Congolais. Et le temps a permis à la population de constater que Joseph Kabila n'était pas le mal des Congolais. Et il est d'ailleurs réclamé. Et donc, le moment venu, il prendra sa décision. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de dire que la République démocratique du Congo mérite mieux en termes de gouvernance et les élections peuvent bien apporter ou améliorer cette gouvernance. Nous tenons à ce que les élections se déroulent dans les délais constitutionnels et que ce soit des élections apaisées, des élections crédibles, des élections transparentes et démocratiques, des élections qui accordent la chance à tous les compétiteurs, à toutes les parties prenantes d'y aller à chance égale. Nous voulons que la paix et la concorde nationale règnent dans notre pays. Et je prie vraiment en cette année 2022 que les mauvaises, les mauvaises ou les méchantes personnes soient vaincues. Je voudrais aussi, avant de terminer, réitérer ma compassion et à l'égard de la population des Kivu, du Nord Kivu, particulièrement de l'Ituri, victimes d'affres de la guerre, victimes d'atrocités de tout genre, victimes de violences, qui, au jour le jour, perdent espoir et ne savent plus à quel sens se vouer. Et je voudrais, pour terminer,
et présenter mes vœux d'espoir à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Je pense que nous pouvons tout perdre, sauf l'espoir. Même si on nous fait perdre l'espoir, mais c'est tout ce que nous devons garder parce que ce pays nous appartient. Et il ne peut être pris en otage par une frange ou par un groupe de personnes. Vous savez, c'est aussi la multiplicité des centres d'intérêt du pouvoir qui aujourd'hui a retiré l'espoir au peuple congolais. Et je pense et je souhaite vraiment que cette année 2022 soit l'année de tous les espoirs. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir de découvrir une équipe aussi jeune et à prédominance féminine. C'est vraiment un plaisir pour moi. J'en profite pour féliciter votre chef. Et je pense que c'est des chefs comme ça, jeunes, dynamiques et qui font confiance en la jeunesse et en la femme que nous voulons et dont notre pays a besoin. Merci beaucoup. Merci. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.